Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, cette semaine, on va jaser d'une nouvelle collaboration entre les gens du festif et la commission scolaire de Charlevoix et entre autres le centre éducatif Saint-Aubin, où, dans le fond, c'est le festif qui retourne à l'école. Vous allez en savoir davantage lors de l'entrevue avec Clément Turgeon, qui est le président du festif. Nous allons également parler de parents à vie et bien sûr le volet J'aime ado, où on va parler et d'ateliers et bien sûr de café-rencontre avec entre autres Mme Nicole Bouchard, qui est de l'organisme Parents à vie. Et enfin, on reçoit des jeunes où on va venir nous parler de la coopérative de l'affluent, qui est une nouvelle organisation à Petite-Rivière-Saint-François, située au mont Aligori. Et cette coopérative-là va viser le développement de ce site, et ça sur 4 saisons idéalement. Et pour nous en parler, on reçoit Mme Léa Landry et M. Guillaume Néron, deux jeunes entrepreneurs qui viennent nous parler de leur projet. Bonne émission. Président et coordonnateur du festif, bonjour. Bonjour. D'abord, avant de commencer l'entrevue, hier avait lieu le gala Charlevoix reconnaît. Oui. Et le festif était nommé dans une catégorie qui était le charmeur. Oui, exactement. Et vous avez gagné. On a gagné le prix. Oui, on est vraiment contents. Le charmeur, c'est pour une entreprise qui, je pense, qui met les efforts année après année pour renouveler son offre puis accroître son impact touristique et tout ça. Donc, on était très contents de recevoir ça. Surtout que le festif, considérant votre produit, attire beaucoup de monde de l'extérieur. Oui, tout à fait. De plus en plus. Là, on en parlait au bilan. L'achalandage augmente, puis c'est beaucoup l'achalandage extérieur qui augmente. La notoriété, puis la crédibilité. Puis il faut dire que vous avez fait des associations aussi avec Radio-Canada et autres. Oui, c'est ça. Donc, ça aide aussi beaucoup. Alors, mais c'est un de plus là, que je dirais, parce que vous en voulez collectionner. Là, je veux dire, la tablette en haut du foyer doit être pleine. On va la rallonger bientôt. Mais le fait que ce soit local, une reconnaissance locale, ça donne-tu un velours particulier? Oui, c'est sûr. Puis d'être devant tous ces gens-là, puis surtout que la soirée du gala là, qui a eu lieu, il y avait énormément de monde cette année. Il y avait le premier ministre. Ouais. Donc, c'est 450 personnes de la région. Puis des fois, il y en a qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer souvent qui nous disent des bons mots. Puis on est tellement dans nos affaires des fois qu'on oublie d'avoir les commentaires des gens. Puis là, c'est ce genre de gala-là qui nous permet de... Alors, le festif gagnant du charmeur. Félicitations. Oui, bien merci. Aujourd'hui, le festif prend une autre orientation. Là, on ne parle pas de spectacle estival comme vous le faites, mais là, vous retournez à l'école. Vous êtes jeune, c'est comme si vous ne l'aviez pas quitté ou très peu, mais là, c'est comme si vous retourniez à l'école avec une association avec le centre éducatif Saint-Aubin. Oui, exactement. Puis c'est carrément retourner à l'école parce qu'on a tous étudié là, les membres actuels du festif. Donc, c'était notre objectif. Là, on est à notre 9e édition. On est comme dans une espèce de... On est presque en attente du 10e anniversaire. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tu sais, notre festival est bien établi. On a notre cabaret de la relève. Mais là, on avait le goût de redonner vraiment, tu sais, faire quelque chose pour la communauté, de le redonner, de pas avoir d'attente de financement, peu importe, juste de faire quelque chose pour la communauté. Puis on s'est dit, pourquoi pas redonner aux jeunes? Nous, on est des jeunes, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir à l'époque? Puis c'est là que le Festival à l'école est sorti. Donc, ça va être vraiment des artistes, on va en parler tantôt, mais des artistes connus du Québec qui vont rencontrer les étudiants, qui vont faire des spectacles, des ateliers d'écriture, des conférences pour parler de leur parcours. Il va y avoir aussi un petit volet spectacle surprise qu'on va intégrer dans le projet aussi. Parce que le festif, bon, c'est l'organisation de spectacles l'été, c'est la découverte de nouvelles ou de futures vedettes potentielles avec le cabaret festif de la relève. Donc, le volet musical est toujours là par rapport à votre relation que vous voulez développer avec l'école. Oui, tout à fait. La musique est au cœur de ça. Nous, l'objectif, c'était vraiment comme de briser la barrière entre les artistes puis les jeunes. Donc là, ils vont vraiment avoir un contact privilégié
ça reste la musique qui est au cœur de ça. Donc, c'est des artistes. On a choisi des artistes qui ont tous un parcours différent, puis qui ont tous aussi un style musical quand même qui est différent l'un de l'autre. On veut, pour ceux qui ne connaissent pas les artistes, on veut faire ouvrir les horizons, je pense, aux jeunes, leur montrer qu'au Québec, on a de très bons artistes, qu'on n'a pas besoin d'aller... oui, c'est bon d'écouter de la musique des États-Unis, peu importe, j'en écoute beaucoup aussi, mais c'est aussi important de connaître la musique québécoise. Ce qui se fait localement, oui. Oui, exactement. Fait que c'est une façon de leur faire découvrir ça. Parce que le son québécois est de plus en plus reconnu internationalement, il faut le dire aussi. Tu fais juste parler du Myland à Montréal ou de fil en aiguille, beaucoup d'artistes un peu de partout s'en viennent. Ben oui, c'est un bon exemple. Là. Ça bouillonne beaucoup à Montréal, puis même... Nous, les programmateurs, on s'en rend compte, des fois, il y a des artistes qu'on voudrait avoir puis sont en Europe tout l'été, puis on est content pour eux, mais on se dit « Ah, on aurait aimé ça les avoir », mais ça montre que la musique, maintenant, c'est exportable. Là. Des Carré Moellette, justement, qui vont être là, des À la Claire ensemble, c'est des gars, maintenant, qui tournent en Europe un peu partout puis qui sont super reconnus en dehors du Québec. Là. Ça va s'adresser principalement à ceux qui ont l'option musique à l'école? Dans le fond, il y a comme 3 volets. Fait que le volet atelier, comme par exemple le premier, Émile Bilodeau, lui, ça va être des ateliers d'écriture avec les jeunes. Ça va être vraiment... Écriture de texte? Oui, écriture de texte, de chansons. Là, présentement, les jeunes sont déjà en train de, comme un peu d'analyser l'œuvre d'Émile Bilodeau avec leur enseignant. Puis ça va être vraiment pour les groupes de musique puis les gens, les participants de secondaire en spectacle. Fait que ça, c'est comme un peu plus fermé parce qu'on ne peut pas avoir comme 400 jeunes à des ateliers. Mais il y a un spectacle dans le hall gratuit pour tous les élèves. Donc, le pour ouvert à l'ensemble des élèves de l'école. Exactement. Dans le hall, vraiment dans le hall, donc les jeunes... On bonifie leur présence, quoi. Oui, exactement. On en fait profiter l'ensemble. C'est ça, on trouvait ça plate d'offrir ça à 50 personnes seulement. Donc là, l'ensemble des jeunes, ils vont pouvoir écouter le spectacle d'à peu près 25-30 minutes. On a le volet surprise aussi que je vais garder surprise. Surprise? Ah bon. Exactement, mais les gens vous feriez la surprise ce matin. Les gens vont reconnaître la folie du festif un peu. C'est important comme de rentrer un peu la folie. Puis c'est le fun que la commission scolaire soit ouverte à ça. D'ailleurs, ils se sont montrés super collaborateurs. Puis on a plein d'autres petites choses en parallèle. Émile Bilodeau, probablement, va aller faire un petit tour à la radio étudiante, remettre son CD. Même, il a dit qu'il était disponible pour des entrevues avec les gens de la radio, tout ça. Fait qu'on va maximiser au maximum la présence de chaque artiste. S'il y a un artiste qui va aller rencontrer les jeunes au café étudiant, peu importe. C'est un projet pilote, finalement, puis le but, c'est que ça devienne un projet récurrent puis qu'on puisse le développer davantage. Créer une belle complicité, effectivement, entre une future clientèle aussi et des futurs artistes potentiels. Oui, exactement. Puis pour nous, bien, on développe aussi une clientèle jeunesse parce que on se dit jeune, on a 30 ans, on n'est pas si jeune que ça quand tu regardes les jeunes de 14 ans. Pas déjà des has-beens, non? Si on ne veut pas devenir des has-beens, il faut développer la jeune clientèle. Puis, pour notre ego aussi, ça fait du bien de se dire, OK, finalement... On est dans le champ. Les jeunes de 14-15 ans, ils n'ont peut-être pas les mêmes goûts. Ça évolue vite. Hein? C'est ça évolue vite. Ils n'écoutent pas la musique de la même manière. Fait que pour nous aussi, c'est comme un retour à... Il faut se rééduquer sur ce que les jeunes aiment. Parce que les goûts aujourd'hui sont beaucoup plus éclectiques. Là. Je veux dire, c'est assez fragmenté. Avant, tu avais le rock puis tu avais le dance, ce genre. Là, je recule avant vous autres. Oui. Puis après ça, je veux dire, là, tu as eu le rap qui est rentré. Tu as eu toutes sortes de créneaux musicaux qui sont rentrés en émergence. Puis là, c'est assez varié aujourd'hui. Les musiques du monde, le rock, le jazz, le classique, le ci, le ça, je veux dire, c'est large. Oui, tout à fait. Dans le fond, maintenant, le rock est comme devenu juste un élément de... Tu as du rock électro, tu as du rock hip-hop, tu as du rock indie. Fait il y a vraiment beaucoup de styles. Puis maintenant, avec Spotify ou les supports Internet, tu peux passer d'un Carré Moellette à écouter du Metallica. Tu passes de n'importe quel style. Même moi, maintenant, j'écoute n'importe quoi parce que tu mets des trucs aléatoires. Par goût ou par obligation, considérant ton statut en tant que les programmeur? Deux, je dirais. Par obligation, parce qu'il faut ouvrir nos horizons, mais aussi parce que des fois, je vais écouter, un Yann Perrault, puis ça va m'amener dans un groupe électro de Toronto qui n'a pas tant de lien, mais puis là, au fil des découvertes, ça fait que tu écoutes plein d'affaires, puis les jeunes, maintenant, c'est ça aussi, je pense. Fait que c'est très éclectique, puis c'est de trouver un peu le filon dans tout ça. Fait que les artistes, là, on est allé dans des trucs plus safe aussi. On le sait que le hip-hop marche beaucoup auprès des jeunes. On a un groupe hip-hop, puis tout ça. Donc,
Puis il y a des bons artistes québécois, dont Corias, puis Siam Oui, et oui. compagnie, qui au Québec sont quand même très écoutés là, Ben dans oui, les tout à écoles. fait. Puis ils font le même le tour des écoles aussi. Oui, c'est ça. Il y en a déjà qui font ça. Des artistes qui se promènent de temps en temps dans les écoles. Donc, puis on a déjà plein d'artistes qui ont manifesté leur intérêt pour le faire l'année prochaine. OK. Donc, si ça se passe bien, nous, comme je disais, c'est un projet pilote, mais Mhm. le but, c'est que ça devienne un Là, il y a classique. 3 artistes déjà de planifiés. Oui, Donc, Émile Bilodeau, Karim Ouellette, puis à la Claire? ensemble. Ensemble, c'est ça. Oui. C'est réparti sur quelle période, tout ça, là? C'est cet hiver, ce printemps? Oui, c'est dans le fond, la première soirée, le 26 janvier. OK. Dans le fond, Émile Bilodeau, c'est la révélation de la disque là, de la Ouais. dernière année. Et c'est le porte-parole du Cabaret Festif de la Relève. En plus? Le Ouais. Cabaret Festif, la première soirée, le 27 janvier. Donc, lui, il vient le jour avant pour faire le festif à l'école. Il va en même temps un peu promouvoir notre soirée du Cabaret de la Relève qui est ouverte aussi aux 18 ans et moins. Donc, lui, c'est son objectif. Il y a le 16 mars, Karim Ouellette, donc, qui va venir à l'école, et le 6 avril à la Claire ensemble. Donc, c'est quand même éparpillé dans Sur l'hiver. 3-4 mois, là, mais au moins, ça donne le temps de respirer, de voir comment ça fonctionne, d'avoir un peu un feedback aussi des jeunes là-dedans. Ben oui, c'est ça, puis de la formule. Mais à date, le feedback est super bon. Là. On le sait que les jeunes, ils ont commencé à mettre de la musique de ces artistes-là à la radio étudiante. Fait que ça commence tranquillement. Puis tu sais, ça peut déboucher après ça sur plein de petits projets parallèles avec les jeunes, peut-être. Parce que les ateliers, j'imagine, il y a des ateliers pour écrire des textes, il y a des ateliers pour composer des musiques, je suppose aussi. Oui, dans le fond, il y en a, par exemple, Karim Ouellette. Normalement, ce qu'il va faire, là, c'est encore en création, mais normalement, lui, il va aussi, par exemple, prendre une chanson connue puis qu'il a écrit, puis il va expliquer comment, lui... Il l'a tu sais, pensé, c'est ça. réfléchi. Tu sais, il arrive devant la feuille blanche, est-ce qu'il commence par une mélodie à la guitare, puis là, il marmonne des mots? Est-ce qu'il commence avec un texte qui met la musique? Fait que c'est tout ça, toutes ces approches-là qu'ils vont montrer. Puis à la Claire ensemble, on trouvait ça intéressant parce que le processus de création d'un groupe hip-hop est totalement différent Ben, c'est ça, parce est-ce que c'est un collectif, eux autres, dans le Oui. cas? C'est un collectif, fait que des fois, c'est un membre qui va arriver avec un bout de texte, puis là, ils vont travailler autour de ça. Donc ça va être super intéressant aussi. Oui, puis c'est assez varié. On touche les différents styles là-dedans. Là. Oui, exactement. Puis on le savait, tu sais, dans les petits sondages maison qu'on a fait, on savait qu'Émile Bilodeau à la Claire, c'était 2 artistes qui étaient demandés. Donc ça, c'était valeur sûre. Puis Karim Ouellette, on voulait quelqu'un qui est peut-être plus dans le mainstream un peu. Et puis établi un petit peu Ouais, dans c'est le ça, contexte. pour amener une saveur différente. C'est une excellente initiative. Ça, dans le fond, c'est une première. Comme vous le dites, vous espérez que ça fasse des petits. Oui. Si ça fait des petits, ben là, ça serait récurrent d'une année à l'autre, j'imagine. Oui, ça serait le but. Puis ben ça, c'est rendu là, sky is the limit. Si on est capable d'attacher du financement avec ça, peut-être même ça peut un jour pas se tenir seulement au Centre éducatif Saint-Aubin. Donc, on laisse les portes ouvertes. Pour là, on se concentre sur ça. Puis on verra par la suite qu'est-ce que... Émile Qu'est-ce que Bilodeau, ça va? qui est le porte-parole du Cabaret Festif, qui a lieu cette année à la Maison Otis, En dans partie, un oui. lieu mythique là, qui va réouvrir pour vous autres. Là. Oui, exactement. Il y a des nouveaux propriétaires. Je sais qu'il y a des projets présentement, puis tout ça. Donc, nous, on est comme les premiers à retourner là. Donc, on voulait retrouver l'ambiance un peu plus intime pour les qualifications. La finale va être au Germain, mais 27 janvier, première soirée, il y a une centaine de places. Les gens peuvent procurer leurs billets sur Internet. C'est lefestif.ca/cabaret ou chez Accommodation Baie-Saint-Paul. Il y a Émile Bilodeau qui va venir faire des chansons et plein de vraiment bons Il y a des 4 bons artistes ce soir-là qui sont Oui. prévus à l'horaire. Parce 4 que- artistes, c'est 15 donc c'est vraiment pas cher. C'est 3 finalement de la prestation. Ah, Donc, effectivement, vu comme c'est- ça. c'est très abordable, vraiment. Puis ça va être une super belle soirée. Le public a encore son droit de vote. Donc, il va y avoir un vote du public, là, un prix du public qui va être remis. Et TVCO va être là pour couvrir ça aussi. Parce Oui, que de exactement. fait, on a- Vous êtes dans nos partenaires aussi, entre autres pour les entrevues Ouais. qui vont avoir lieu durant le cabaret. Là. Ouais. Hey, en tout cas, vous chômez pas. Non, on n'arrête pas. Hein? Puis on diversifie, on a besoin. Les gens pensent qu'on est toujours super motivés, mais des fois, après 9 ans, on a besoin de se challenger un peu pour sortir de notre zone de confort, comme le projet scolaire. Finalement. Le Festif, édition 2018, toujours à l'école? Oui, la scène principale à l'école, nos autres sites principaux aussi, ils ne se changent pas, mais on a évidemment les shows surprises vont être
renouvelé presque à 100 Parce que là, c'est officiel, je veux dire, vous n'êtes plus dans une zone grise à savoir est-ce qu'on va pouvoir retourner là ou non. Non, c'est ça. Avec le musée, on a pu avoir une entente sur quelques années. Donc, on est comme protégé en quelque sorte pour les prochaines années. Puis ça vous laisse le temps, si jamais il se passe des Ouais, modifications, de planifier autre chose. Exactement. Puis là, on est en planification du 10e anniversaire aussi, qui est très attendu. Déjà, ouais. On sent déjà la pression du 10e, donc on y pense tranquillement. On va demander à Justin Trudeau de venir. Là, ben oui. Pas, ça serait bon. C'est juste après le G7. Le G7, oui, ben oui, ça va sûrement des retombées jusque dans nos événements aussi. Oui. Ouais. Cet événement-là, est-ce que vous sentez de fait que comme tu dis, ça crée une sorte d'engouement autour du festif aussi? Bien, c'est sûr que ça ne peut pas faire de tort. Ça met Charlevoix sur la map. Est-ce que c'est les mêmes clientèles? Je ne sais pas tout ça, mais c'est une visibilité tellement incroyable pour la région. Puis, je pense que ça va motiver tout le monde à comme se donner davantage puis continuer à offrir des meilleurs produits. Puisque là, tu as une grosse attention médiatique, fait que tu veux que tes produits soient bien vus. Je pense que ça va comme créer un espèce d'engouement collectif. Là. Y a-t-il déjà des noms de groupes là, connus ou d'artistes pour le festif cet été? Oui, on les a pas nommés. Pas on en a annoncé un qui est vraiment... Une première pour nous autres, là, un petit scoop. Là. Ben, on en a annoncé déjà un qui est vraiment juste le volet découverte. C'est un groupe, ça s'appelle Radio Moscou. Okay. C'est un groupe de San Francisco, donc que les gens connaissent évidemment pas. Mais on a comme cette espèce de série coup de cœur d'ailleurs, qu'on appelle, là, qui est des coups de cœur des groupes qui sont jamais venus au Québec, qui débarquent, puis on le sait que ça va être un hit. Donc ça, c'est le premier qu'on a annoncé. Les fans de Jimi Hendrix, de Black Sabbath, tout ça vont être très, très contents de ce groupe-là. Oh, ça va être électrique, ça va être électrique. De la grosse guitare. Super. Alors, le festif s'en va à l'école. C'est une première, c'est une belle initiative. Il y a 3 artistes qui vont être présents cet hiver et ce printemps. Ouais. Émile Bilodeau, Karim Ouellette, puis à la Claire ensemble. Et donc 3 styles totalement différents. Ouais. C'est important de dire que c'est juste rapidement que c'est réservé aux étudiants. On a bien des demandes de gens qui veulent y aller, mais c'est réservé vraiment aux élèves de vous allez à l'école. Exactement. Donc c'est pour l'école. Voilà. Et non pas pour les gens à l'extérieur. Oui, c'est ça. Ah bon. Anyway, on va en entendre parler sûrement. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des gens. On va probablement avoir des gens qui vont se pointer au spectacle aussi. Ah bien, le spectacle surprise. Oui. Là, je ne sais pas, parce que des fois, dans les écoles, c'est rendu de plus en plus difficile de pénétrer sur les heures normales où il y a de l'enseignement. Oui. Ça fait que c'est un petit peu à suivre, quoi. Oui, à suivre, mais on a vraiment une belle collaboration de la commission scolaire. C'est vraiment le fun. Super. Bien, Clément Turgeon, merci beaucoup. Bien, merci. Et bon succès avec cette belle initiative. Merci beaucoup. Alors, Mme Nicole Bouchard, intervenante et formatrice pour parents à vie et le volet Jamado, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Être parent à vie, ça le dit dans le titre, on est parent à vie. Oui, c'est un gros contrat, c'est à long terme, très, très long terme. C'est une responsabilité, on fait des enfants, mais à partir de là, il faut savoir comment les encadrer. C'est un peu ce que parent à vie veut faire, puis entre autres, quand on est rendu à l'adolescence, bien là, c'est tout ce qui se présente devant nous en tant qu'adolescent. D'où je viens, puis qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Ah oui, avec les médias sociaux, maintenant, tout est à portée de main. Donc, il y a plus de dangers aussi qui sont à portée de main avec Internet puis les médias sociaux. C'est des belles inventions, mais en même temps, ça nous amène dans toutes sortes de directions. Oui, en effet. C'est des outils précieux, mais ça dépend toujours comment c'est utilisé. Puis les jeunes sont très, très alertes, eux autres, là-dessus, beaucoup plus que leurs parents, souvent. C'est leur génération. Oui, absolument. Effectivement. Donc, ils sont venus au monde pratiquement avec ça. Moi, je suis venu au monde avec la télévision. Ils sont venus au monde avec les pitons, eux autres. Oh, oui. Ils sont très bons là-dedans. Ça navigue sur ce monde-là facilement, là, parce que, bon, ils n'ont pas peur de se tromper, au contraire. Et comme parents, on a de la misère à les suivre, souvent. Fait que même ça, c'est un gros problème aussi. Ça revient souvent, là, gérer les jeux vidéo, les Internet, les portables, les téléphones cellulaires, tout ça. Donc, c'est une gestion qui est vraiment...
qui est vraiment difficile pour les parents. Puis quand ils veulent légiférer un peu là-dessus, ben tu sais, ah, ben mon ami, mon ami, mon ami, puis tout le monde en a. Puis en même temps, ben on ne veut pas les brimer parce qu'on sait que c'est les outils de l'avenir, puis qu'ils en ont besoin. Donc, plus ils développent des habiletés à utiliser ces choses-là tôt dans leur vie, puis plus ils sont à l'aise quand vient le temps d'aller sur le marché du travail, bien, c'est un plus pour eux autres. Donc, on est comme toujours tiraillés d'un côté à l'autre. Hein? Ah. Mais vous êtes là pour essayer de donner des outils, effectivement, aux parents en stimulant le dialogue. Oui. En fait, ben moi, comme vous l'avez dit, je suis responsable du volet J'aime ado. C'est un volet préventif. Donc, c'est un volet qui vise justement à éviter qu'il y ait des problèmes au moment de l'adolescence, à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est possible dans la mesure où l'adolescent a un bon cadre, qui a un bon guide, qui sont les parents, en fait. Et le milieu familial. Oui, le milieu familial, en fait, c'est un facteur de protection, un des plus importants pour diminuer les risques qu'il y ait des problèmes qui se manifestent au moment de l'adolescence à tous les niveaux. Alors, dans le cadre de ce volet-là, évidemment, on a mis sur place toutes sortes d'activités pour informer, pour apporter des outils aux parents, pour les... Parce que l'information est surtout véhiculée vers les parents et non pas vers les enfants? Oui, bien là, si on parle de parents d'ado une traversée, qui est vraiment le cœur de J'aime ado, c'est une formation qui s'adresse aux parents qui ont des enfants entre 10 et 17 ans. Donc, 10 ans, c'est plus pré-ado, mais plus tôt on met en place certaines choses, puis mieux c'est au niveau du comportement, au niveau de la relation aussi. Donc, c'est une série de 9 ateliers qui s'adressent à ces parents-là. Et ça dure 2h30, c'est sur une base hebdomadaire. Et à l'intérieur de ces ateliers-là, les parents, bien, on va discuter avec eux autres, on va leur proposer plein d'outils pratico-pratiques qui sont facilement applicables dans leur contexte de vie familiale, peu importe que ce soit une famille nucléaire, une famille monoparentale, une famille reconstituée. C'est ça que j'allais vous demander, parce qu'aujourd'hui, les statistiques disent quoi? Un couple sur 2 se sépare. Donc, les enfants rendus à l'adolescence ont comme 2 foyers. Oui, bien, c'est un défi supplémentaire, mais en même temps, on peut quand même mettre plein de choses en place qui vont faire en sorte que l'adolescent ait une adolescence épanouie et heureuse et harmonieuse, une relation harmonieuse avec ses parents. Puis, c'est sûr que plus les parents vont travailler ensemble, même s'ils sont séparés, parce que on peut se séparer. Parents à vie, quoi. Oui, c'est ça. Hein? Donc, on reste toujours des parents. On n'est plus un couple d'amoureux, mais on est un couple de parents quand même, parce que ces enfants-là appartiennent aux 2 parents. Et plus on va travailler ensemble, en équipe, et plus ça va aider l'adolescent. Puis c'est ça le but, dans le fond, aider son jeune à bien traverser cette étape-là, devenir un adulte épanoui. L'adolescence aujourd'hui, avec l'ensemble de tout ce qu'il y a comme technologie qui nous entoure, ça rouvre tellement de portes, mais en même temps, ça rend beaucoup plus d'indécis possiblement sur ce qu'on voudrait faire. Bien, il y a beaucoup de choix, hein? Puis en l'absence de choix, ben on prend ce qui est là. La facilité peut-être? Bien, peut-être, mais tu sais, de nos jours, il y a tellement de choix que ça devient difficile pour les adolescents de choisir parce qu'ils ont peur de se tromper, évidemment, quand on fait un choix pour l'avenir. Puis eux autres, ils ne se projettent pas vraiment très loin, ils ne sont pas là. Des fois, ça vient vers la fin de l'adolescence où là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils font des choix pour leur carrière puis pour leur avenir. Mais il y a beaucoup de choix. Puis, il y a des choix qui comportent aussi beaucoup d'efforts. Et, bien évidemment, il faut se le dire, les adolescents aujourd'hui ont beaucoup de facilité dans la vie. Donc, quand il y a à mettre beaucoup d'efforts en place, des fois, c'est quelque chose qui va les rebuter un petit peu. Alors, il faut que, comme parents, on les encourage là-dedans en leur proposant des responsabilités, en les encourageant à faire partie d'une équipe familiale et... Faire partie prenante en termes d'implication, là. Ben oui, absolument. Hein. Il faut vraiment les... D'ailleurs, toutes les activités qui sont proposées, les outils qui sont proposés à l'intérieur des ateliers, au départ, c'est toujours... On encourage les parents à faire en sorte que leur adolescent participe aux prises de décision. Donc, tout n'est pas négociable, sauf qu'on peut mettre la limite ici et dire, bien, entre les deux, il y a quand même une marge où on peut négocier. Et plus l'adolescent va sentir que ce qu'il a à dire, c'est important, qu'on en tient compte, qu'on est à l'écoute de ses besoins, plus il va être enclin à collaborer, puis à
à participer à ce qui va être mis en place. Puis c'est ça qu'on veut, en fait, hein, parce qu'il y a une époque où c'était l'autorité suprême étaient les parents, puis tout le monde... C'est ça que tu fais? C'est ça. Parce que c'est comme ça. On ne se questionnait pas, hein? C'était l'obéissance, puis c'était comme ça dans la vie, c'était comme ça partout, que ce soit au travail, le patron il avait tous les droits, que ce soit à l'église, c'était comme ça. Aujourd'hui, ben quelqu'un qui essaye d'utiliser les mêmes stratégies, ben ça fonctionne pas. Il y a moins de chances que ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas. Soit l'enfant va être très rebelle, soit il va être un peu décalé dans son milieu parce que c'est plus comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment amener l'adolescent à participer, à collaborer et on en fait un allié, en fait, en faisant ça. C'est pas toujours facile parce qu'évidemment, ils sont dans une étape où ils contestent. Ça fait partie de leur développement, de contester tout ce qui est mis en place, tout ce qui est proposé. Mais il y a quand même des façons qu'on peut utiliser pour essayer de l'amener d'une manière ou d'une autre. Puis évidemment, bien, comme parents, on a aussi à prendre position. Et ça, c'est pas facile. On n'est pas... Bon, souvent, les parents ont tendance à dire « je vais être l'ami de mes enfants ». Non. Mais un parent se doit de... Un parent, c'est un parent, puis un ami, c'est un ami. C'est difficile de dire non. C'est très difficile. C'est très difficile, puis les parents sont très... ils couvrent beaucoup leurs adolescents. Bien, on les aime, nos adolescents, on les aime, puis on ne veut pas qu'il y ait de misère. Puis souvent, on veut réparer des choses que nous, on a vécues à travers eux autres. Ah, ben moi, j'ai pas pu faire ça dans ma vie, donc j'aimerais ça que mon adolescent puisse le faire. Puis c'est pas mauvais en soi, sauf que ça fait qu'on a des fois, on a de la misère à leur mettre une ligne, tu sais, dire « OK, c'est là que ça s'arrête, puis moi, je prends position, puis je te dis non ici. » Puis, tu sais, tu peux riposter, puis être en désaccord, mais c'est comme ça que ça va se passer. Mais quand les parents comprennent l'importance de mettre des choses en place, de mettre des règles en place, des règles de vie, parce que ça améliore la vie à la maison. On a plutôt toujours répété la même chose. Bien, s'il y a une règle de vie, il va y avoir une conséquence. Donc, la règle est là. Là, c'est l'adolescent qui choisit de s'y conformer ou pas. Mais s'il ne s'y conforme pas, bien, il va y avoir une conséquence. Comme dans la société, en fait. Hein? Si je brûle un feu rouge, bien, il y a des conséquences. Soit je risque de faire un accident. On est quand même imputable de ce qu'on fait comme prise de décision ou comme geste qu'on pose. Absolument. Puis l'imputabilité aujourd'hui, de moins en moins, le monde, ben, quand tu fais un bon coup, c'est grâce à eux, mais quand tu fais un mauvais coup, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Bon, on sent ça, en tous les cas. Ben, c'est jamais facile d'assumer ses propres responsabilités, mais justement, hier, j'étais en atelier, puis c'est ces trois notions-là qu'on abordait, sens des responsabilités, respect, autonomie. Trois notions qui vont se développer en même temps, mais que le parent va ben, d'ailleurs, il le fait spontanément sur beaucoup de situations sans même s'en rendre compte. Mais plus on en devient conscient, puis plus on se rend compte de l'importance de développer ces trois valeurs-là qui sont essentielles pour que notre enfant devienne un adulte épanoui, puis heureux, puis agréable aussi dans la société. Oui, parce que tout ça va découler aussi des relations humaines que ces gens-là vont avoir dans leur quotidien en tant qu'adultes. Absolument. Et dans le milieu du travail aujourd'hui qui est demandant, alors plus on est confortable avec soi-même, plus on est en mesure de faire face aux défis qui se présentent à nous. C'est ça l'objectif en bout de ligne, c'est de faire un adulte, de faire en sorte que notre adolescent devienne un adulte heureux et accompli, fonctionnel. Donc, alors, c'est l'ultime désir de tout parent. Effectivement, effectivement. Donc, les ateliers ont des thèmes, entre autres le thème cet hiver foncièrement, je pense que c'est se parler pour s'entendre. Ça, c'est les cafés-rencontres. OK, ça, c'est les cafés-rencontres, d'accord. Parce qu'il y a deux volets. Oui, c'est ça. Il y a les ateliers qui durent, eux autres, 9 ateliers de 2h30. Ça, c'est gratuit. C'est pour tous les parents qui ont des enfants. Ils sont commencés? Ils commencent le 6 février prochain. Le 6 février, OK. Oui, on en a eu une session à l'automne, une du côté de Baie-Saint-Paul et une du côté de la Malbaie. Et à l'hiver, on en a une session à Baie-Saint-Paul qui va commencer le 6 févririe. Qui vont avoir lieu à quel endroit? Le premier atelier a toujours lieu à l'école, à la bibliothèque de l'école Forgette, ici à Baie-Saint-Paul. On invite tous les parents à venir qui sont intéressés ou même ceux qui doutent parce que, bon, on les invite à la première rencontre. Ils viennent voir, ils peuvent avoir un peu plus de détails sur le contenu, sur le déroulement des ateliers. Puis ça va leur permettre de voir s'ils ont le goût de continuer la démarche ou encore si ça ne correspond pas tout à fait à leurs attentes ou à leurs besoins.
Bon, au moins, on vient s'informer, puis Bien, c'est ça. on est en mesure de prendre une décision éclairée. Oui, bien là, ils vivent un atelier, donc ils voient un peu comment ça se passe. Puis Mhm. après ça, bien, si on a le goût de poursuivre, bien, ils peuvent le faire. OK. En général, la majorité reste, mais c'est pas Ben, grave. le contenu semble très intéressant et structuré. Alors, ça, c'est le premier atelier, puis les autres, eux autres ont lieu. Ça, c'est les 9 ateliers. Ben, les autres vont avoir lieu à Vision d'Espoir, mais à ce moment-là, je donne l'information au premier atelier pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure. D'accord. Puis les cafés-rencontres? Les cafés-rencontres. Ça, on a commencé ça cet automne, au mois de novembre, avec un café-rencontre sur la consommation chez les jeunes, la consommation de drogue. Et on en fait toujours deux, un du côté de Baie-Saint-Paul, un du côté de la Malbaie. On veut vraiment favoriser la participation du plus grand nombre. Donc, voilà. Et le prochain, ça va être, ben, en fait, je vais sortir mes dates parce qu'ils ont des dates différentes. Mhm. À la Malbaie, ça va être lundi le 29 janvier à 18h30 dans les locaux de ressources Genesis. OK. Et du côté de Baie-Saint-Paul, ça va être jeudi le 8 février dans les locaux de Vision d'Espoir au 63 rue Leclerc. OK. Et ben, ce café-rencontre-là va être sur le thème de la communication parents-ados. Donc, on va approfondir un petit peu plus ce sujet-là. Pardon, oui. C'est Mme Flore Bruno qui offre des ateliers de communication au Centre des femmes de Charlevoix qui va être animatrice pour à l'occasion. On va offrir, ça va être très convivial, là, c'est sous forme de table ronde, on va avoir un petit goûter, un petit breuvage, puis elle va apporter un contenu, mais il va y avoir aussi des échanges. Donc, chacun va pouvoir partager des expériences par rapport à la communication ou des connaissances. Donc, ça risque d'être fort agréable. C'est au coût de 5 $, donc c'est minime. Et puis, voilà, il faut s'inscrire. Comme pour les ateliers parents d'ados aussi, il faut s'inscrire à l'avance. Au moins, ça nous donne une idée de combien Ouais, de monde du va nombre de assister personnes en on termes va de avoir. préparation. Oui. Oui. Alors, mais quand on dit s'inscrire, on s'inscrit en communiquant avec la Vision d'Espoir? Bien, vous pouvez aller directement sur le site de Vision d'Espoir, cliquer sur l'onglet J'aime ado et là, vous allez avoir toute l'information concernant les activités qui s'en viennent. Il va y avoir aussi Vous pouvez vous inscrire directement sur place. Donc, il y a un bouton, vous cliquez là-dessus, puis c'est simple. Ou vous pouvez me téléphoner au 418-436-1460. C'est moi qui vais répondre, puis je vais répondre à vos questions, prendre vos inscriptions si vous êtes intéressés. Super. Puis là, les cafés-rencontres, vous dites qu'il y en a. En fait, le Bien, premier va avoir lieu le 8 février, mais il y en a d'autres aussi qui vont suivre. Oui, un c'est petit ça. peu Bien, plus cette tard. année, on avait prévu 3 thèmes, 3 cafés-rencontres. En fait, il y en a 6 parce qu'il y en a un dans chaque pôle. Et il va en avoir un prochain au printemps sur la motivation scolaire. Oh. Alors ça, c'est un thème qui est très, très discuté aussi et très Par préoccupant rapport pour les au parents. décrochage, puis tout ce qu'il y en a aussi. Oui, c'est ça. Donc là, on va avoir un intervenant qui va venir proposer des solutions pour aider les parents à motiver leurs jeunes, puis comprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'un adolescent peut perdre le goût de poursuivre sa scolarité. Donc, c'est ça, les difficultés qu'il peut rencontrer en cours de route aussi qui peuvent mettre un frein à sa motivation. Puis de là, effectivement, les relations, des fois, qui s'installent entre le professeur et l'étudiant aussi. Bien, c'est sûr que le lien, c'est toujours la même chose. Hein? Quand on a un bon lien avec l'adolescent, bien, ça aide. Hein? Moi, je me souviens que les cours où j'avais un bon lien avec mes profs, là, je performais. Ah oui, vraiment, puis j'avais hâte d'y aller. Quand il n'y avait pas de lien, ça peut aller dans l'autre extrême. Ah oui, c'est ça. C'est pas les Bien, moi, je n'étais pas dérangeante, là, mais il y en a qui deviennent très dérangeants. Moi, j'ai eu des enfants aussi, des adolescents, puis soit ils l'aimaient, soit ils ne l'aimaient pas, mon ado. Hein? Voilà, je comprends ça. Et quand il était aimé, waouh, l'enfant performait, puis quand il n'était pas aimé, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est la même matière. Là, c'est plus la relation, effectivement, qui était malheureusement. C'est la base faible. de tout, hein, la relation, en fait. Pas facile, les relations humaines. Non, c'est pas Surtout facile. aujourd'hui, considérant qu'on est entouré de technologies, on est branché, mettons, sur Facebook avec plein d'amis, mais on est toujours seul quand on est branché avec tout ce beau monde. On n'a jamais eu autant de moyens pour se parler, puis on n'a jamais été aussi seul dans l'histoire de l'humanité. C'est triste quand même quand on y pense, là. Il y a une tendance présentement où de plus en plus les gens disent, ben là, je ferme mon cellulaire, je ferme ces choses-là pour dire, ben, je me retrouve moi, là. Oui.
Bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Puis quand on est dans un milieu familial avec des enfants qui sont là, avec un conjoint, c'est même une règle à mettre en place pour se donner des moments où on est ensemble, mais pas juste ensemble dans une même pièce. Là. Ouais. On est vraiment ensemble. On peut se parler, on peut se regarder, on interagit ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel là, pour nourrir cette qualité relationnelle-là à l'intérieur de la maison. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire ah, moi, j'ai une bonne relation avec mon adolescent, mais je le vois pas de la semaine, je le vois le samedi, tu sais. Et dans une semaine, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, autant dans nos vies d'adultes que dans les vies des adolescents. Et pour garder ce lien-là, ce pont-là, tout le temps avec notre adolescent, on dit qu'il faut leur parler à chaque jour. Il faut avoir un moment pour jaser. Pas nécessaire d'avoir des grands sujets existentiels. Donner 15-20 minutes où on jase de tout et de rien. Là, juste le fun d'échanger. Tu sais, sur la télésérie, sur la température, peu importe. On est ensemble, on se regarde, on se parle. Ça permet aux parents de tâter le pouls aussi, de voir où il en est, mon adolescent, il va-tu bien, il va-tu pas bien, parce qu'on les connaît, nos jeunes. Hein. Quand ils filent pas, là, on le voit. Mais ça, s'ils sont comme ça, là, sur leur petite machine, bien, il y a des chances qu'on passe à côté, puis des fois, c'est long avant qu'on se récupère. Ouais. Puis, on prend une distance aussi, hein. C'est plus facile de prendre une distance. Donc, on se lâche pas, on se donne un petit temps. Peut-être que le souper, c'est un moment privilégié où on met les cellulaires de côté, puis on est ensemble, là, juste pour manger, puis même si ça dure 15 minutes. J'ai souvent entendu, je vais privilégier la qualité plutôt que la quantité, mais je pense que la quantité vient jouer avec le temps sur la qualité. Oui, bien ça, en tout cas, moi, j'ai un petit bémol là-dessus, là, parce que c'est sûr que quand on parle de quantité, là, si on se voit une fois par mois, 2 heures, bien, je suis désolée, mais... Des étrangers. Tu as bien beau avoir un beau 2 heures avec cet enfant-là, tu n'auras pas une relation. Tu ne peux pas faire le tour de tout ce qu'il a vécu. Là. Effectivement. Donc, en tout cas, c'est sûr que chacun a ses défis. Hein. Madame Bouchard, c'est toujours intéressant d'entendre parler de nos ados puis du rôle qu'en tant que parents, on a à vivre avec nos enfants. C'est que on vous souhaite bonne chance pour, bien sûr, les cafés-rencontres. Puis les ateliers, bien là, ça va commencer très bientôt. Donc, oui. Si les parents sont intéressés, il y a de la place. Il y a de la place, puis on les invite à participer. C'est vraiment une belle aventure. On a des bons commentaires, puis les parents qui embarquent. Oui, c'est un investissement en temps, puis je sais qu'ils sont tellement occupés, les parents, mais en même temps, ça vaut vraiment la peine. Les gens repartent vraiment satisfaits, contents, soulagés aussi, parce qu'ils viennent valider des choses. C'est une période qui est très insécurisante pour les parents qui ne reconnaissent plus leur ado, qui ont peur de perdre le lien, qui ne savent plus... Tu sais, ils se remettent en question. C'est-tu moi qui n'étais pas correct? Je ne sais pas comment m'y prendre. Mon adolescent dérape. C'est-tu normal ce qu'il vit? Ils ont beaucoup de questions, pas tant de réponses. Donc là, ça permet d'échanger, puis de dédramatiser des situations du quotidien. Il faut tout prendre au sérieux, rien au tragique, comme on dit. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ben, super. Ben, merci pour votre visite. Ben, merci à vous. Et bon succès. On aura sûrement l'occasion d'en rejaser. Absolument. Merci. Au revoir. Alors, Léa Landry et Guillaume Néron de la coopérative de l'Affluent. Bien bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Coopérative de l'Affluent, ça c'est une nouvelle entreprise qui vient de naître, plus particulièrement à Petite-Rivière-Saint-François et plus particulièrement au Mont-Aligori. Exactement. C'est tout récent, là. Qu'est-ce qu'une coopérative, dans le fond, là, juste pour mettre la table aux gens là, qui nous écoutent? Bien, une coopérative, en fait, c'est un modèle d'entreprise où ça diffère le plus avec une entreprise conventionnelle, là, traditionnelle, c'est sur la gouvernance, dans le fond. Fait que là, ça nécessite l'implication des membres. Puis dans le cas de la coop L'Affluent, pour l'instant, il y a 2 catégories de membres. Il y a des membres travailleurs puis des membres de soutien. Le membre travailleur, bien, lui, son lien d'usage avec la coopérative, c'est le travail qu'il procure, au quotidien. Puis le membre de soutien, mais ça peut être un intérêt communautaire, un intérêt social, où il va trouver l'intérêt, en fait, de voir, dans le cas de la coop L'Affluent, mais de voir le site du domaine Aligori là, être revitalisé. OK. Ouais. Et comment est venue l'idée de créer cette coopérative-là? Bien, l'idée a émergé, en fait, là, en 2000. Avant ça, en fait, c'est un projet que je portais avec une de mes collègues, là, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est Marilyn.
en fait, qui est un projet d'abord écotouristique. Ça provient surtout de notre domaine d'études. Marilyn est biologiste, moi j'étais en écotourisme, si on veut. Puis par la suite, on a décidé de fusionner notre projet avec un autre projet là, qui avait une teneur plus justement communautaire, tout ça. Oui. On trouvait que social. Communautaire social, oui. Exactement, pour aller rechercher la communauté. Puis, donc, c'est ce qui fitait parfaitement, en fait, avec le domaine allégorie. Lorsqu'on a envoyé le projet, ils nous sont revenus avec ce beau site-là. Donc, vraiment, vu qu'il y a une valeur patrimoniale, historique, les gens ont vraiment un attachement émotionnel. Donc, ça fitait parce que vous aviez identifié peut-être différents sites dans la province, parce que vous n'aviez pas de place à titrer, là. Non, exactement. Fait qu'en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a essayé de créer un projet. C'est sûr qu'on a tous des gens qui ont habité à différents endroits, fait qu'on on a un amour pour le territoire du Québec, mais on n'avait pas d'endroit prédéfini. C'est sûr que, bon, Charlevoix, on ne peut pas demander mieux, là. Mais c'est ça, on a envoyé finalement un plan de projet à différents agents de développement communautaire ou développement économique, puis finalement, bon, certains nous ont approchés, entre autres Jérémy Provencher, qui était à ce moment-là agent de développement communautaire à Petite-Rivière-Saint-François. Fait que c'est comme ça que le premier lien s'est fait. Il y en a un qui dit « Ah, ça peut être intéressant, ça. Et là, vous êtes venu voir sur place quel était le lieu, le site. Oui. Un coup de cœur? Absolument, mais oui. Ouais. Tellement de possibilités sur ce site-là, avec le Sentier des Caps, avec le massif qui est le voisin, avec le fleuve en avant, avec l'ancienne érablière, avec la rivière qui passe juste à côté. Donc, tellement de possibilités là, de différents partenariats, de collaboration à venir. Là, donc, c'était parfait pour nous. Officiellement, le tout a commencé en septembre dernier? Si on se fie à la date, mettons, de fondation de la coopérative, les papiers signés, là, c'est ça? C'est ça, oui. Exactement. Ouais. OK. Et bon, l'objectif, effectivement, c'est bien sûr en termes d'entreprise d'économie sociale, c'est de créer quand même des emplois de base, mais avec le projet qui est autour, c'est quoi les projets que vous anticipez mettre en place? C'est en fait la mise en valeur du domaine va se faire par en fait la raffection, je dirais, de la maison Allégorie là, qui était à l'abandon depuis quelques années. On est voué à devenir finalement une auberge jeunesse familiale. Là. On met un point parce que souvent tout le monde associe auberge jeunesse, il y a une identité propre. Jeunes, mais pour nous, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ouais. Oui. En fait, on a 5 chambres. On va avoir 5 chambres, dont 2 petits dortoirs, mais c'est vraiment à vocation familiale avec la cuisine commune, le salon commun. Là. OK. Ouais. On reste dans le confort, c'est des petits dortoirs, mais l'idée, c'est quand même de créer des lieux de rencontre puis d'échange. C'est vraiment porté vers ça, en fait. Allégorie, la maison Allégorie. C'est le mot Allégorie, c'est la maison Allégorie. C'est un monsieur, ça. Oui. C'est un monsieur qui a existé, là. Ben oui, définitivement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, de savoir qui il est, juste mettre la table? Parce que le monde de Charlevoix connaît, je pense, ou a déjà entendu le mot Allégorie ou la maison Allégorie, mais qui était ce monsieur-là? En fait, Ligorie, c'était un agriculteur. C'est un homme, en fait, très modeste. Disons que les gens là, disent, bon, il y avait de l'argent, M. Ligorie, avec le domaine, mais modeste, en fait. C'est un agriculteur, je disais, ils vivaient de leur récolte, en fait, à cette époque-là, de ce qu'ils faisaient. C'est un travaillant, c'est des gens fiers. Ce domaine-là, dans le fond, il a laissé tout ce legs-là, mais lui et tous ses descendants, là, d'ailleurs... On a la chance d'avoir sur notre conseil d'administration Israël Bouchard, qui est un des descendants directs de Ligorie. C'est mort. Donc, lui, il nous apporte vraiment ce côté-là, puis il nous rappelle souvent, là, oui, c'est ça, ses souvenirs. Exactement, c'est ça. Puis cette maison-là, mais c'est ça, comme on la voit, mais elle a toujours été préservée. C'est des gens qui ont fait attention avec minutie, au souci du détail, mais si je pense... On est capable d'en bénéficier aujourd'hui, puis qu'on peut en faire bénéficier à plus de gens, mais c'est par tout le travail de cette famille-là. C'est les descendants, tu regardes, là, la famille, c'est des travailleurs. C'est des gens qui ont le cœur à l'ouvrage, mais qui font bien les choses. C'est des bons vivants, c'est du monde... très dynamique. Très dynamique et... ouais. Alors, la coopérative, avec la jeunesse, parce que vous êtes... tous des jeunes, pratiquement, là, impliqués dans cette coopérative-là. Donc, votre objectif avec votre dynamisme, c'est de faire revivre tout ce secteur-là. Parce que c'est un beau secteur, là, comme on le disait tantôt, la rivière, le fleuve, la montagne. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs bâtiments là, sur le site, dont la maison Allégorie qu'on vient de parler, donc qui va être une auberge jeunesse. Mais il y a aussi la cabane à sucre, qui est en fonction présentement avec la coop de l'Arbre qui en fait la transformation. OK. Est-ce qu'ils font le sirop de bouleau ou bien non, l'érable? Les deux. Les deux? Les deux, oui.
Ils faisaient en fait le sirop de bouleau là, depuis l'an dernier. Puis là, ils vont commencer là, à faire l'érable pour la prochaine saison, là, en fait, la transformation en acériculture. Fait qu'eux, ils ont tout le volet de transformation, justement. Alors, vous êtes en collaboration avec eux là-dedans ou en coopération? Bien, on souhaite définitivement travailler en collaboration avec eux, puis on est vraiment heureux là, qu'ils puissent justement ranimer cette partie-là. Ils ont toute l'expérience puis requise pour pouvoir Toutes les faire installations étaient là de toute façon. Oui, exactement. Oui. Tout neuf en plus. Il y a une belle ouverture là, à ce niveau-là, c'est vraiment super. OK. Et vous voulez, avec cette cabane à sucre-là, l'exploiter aussi d'une certaine manière assez originale. Oui, bien c'est ça exactement. La partie avant de la cabane à sucre va devenir un café-spectacle. Donc, mais vraiment à vocation sociale, comme on le mentionnait un petit peu tantôt. Donc, c'est vraiment un lieu communautaire pour que les gens de la place puissent se rassembler, mais aussi en rencontre avec les gens de passage qui vont venir, par exemple, à l'auberge. Donc, un lieu où est-ce que plein de projets peuvent émerger selon la volonté des gens de la place. Donc, on peut penser à un groupe de tricot, à une exposition, à une projection, à peu importe les idées qui vont ressortir là, de là. Avec votre venue à Petite-Rivière-Saint-François, est-ce que vous sentez déjà une sorte d'engouement? Est-ce que pour vous, plus ça va, plus les projets deviennent ou pourraient se concrétiser? Oui. Bien, définitivement. Là, je dirais que c'est un peu la plus grande valeur de ce projet-là, c'est ça. Puis je pense que une force là, de ce village-là, de ce magnifique village-là, c'est l'esprit de communauté. Fait qu'on a la chance de compter sur des membres de soutien vraiment incroyables qui mettent les mains à la pâte, qui ont envie de s'investir. Puis quand on demande de l'aide, bien, ça répond présent, puis les gens sont là. Fait que, je dirais, oui, nous, on est des jeunes, mais on est entouré de gens vraiment de différents groupes d'âge. Puis ça fait vraiment, c'est un projet très intergénérationnel, je dirais. Et que c'est la force de ce projet-là. Ouais. Oui. En septembre, on a pu faire un groupe focus et une épluchette de blé d'Inde. Donc, il y a eu beaucoup de participation de la population à être présent, à donner leur opinion. Et c'est vraiment le plus important pour nous. Même chose pour l'événement qu'on a fait en octobre, donc la cérémonie des lueurs. Il y a eu vraiment une belle présence. Qui était à l'Halloween. Oui, à l'Halloween, oui, exactement. OK, puis c'était assez particulier, on en a entendu parler, puis le décor était superbe. Il y a eu du travail de fait là. Oui, oui, oui. Et on n'a pas fait ça tout seul exactement. Là, les membres de soutien ont été présents pour que ça soit pour creuser les citrouilles, pour faire de la soupe à la citrouille, pour monter le parcours. Donc ça, vraiment, là, chapeau à nos bénévoles. Là. C'est des choses qui pourraient être récurrentes dans l'avenir, oui? C'est l'objectif. En fait, à la coop, une autre de nos missions, c'est de réussir à mettre en valeur le site puis à l'animer davantage, là, au-delà des services, en réalisant une activité, une festivité, une fois par saison, dans le fond. Fait que les lueurs, c'est sûr que ça s'est vraiment bien passé, puis je pense qu'on peut réussir à agrémenter encore ça, à donner une petite touche supplémentaire, même potentiellement pour l'année prochaine, mais éventuellement, on peut penser à la saison des sucres, justement, au printemps. L'hiver, mais il y a toute la question des sports de plein air du site. Fait que il y a plein d'idées autour de ça. L'objectif, c'est de l'exploiter, ce site-là. Sur 4 saisons. Oui, vraiment. Oui. Vraiment sur 4 saisons, oui. Puis avec Canyoning Québec aussi, qui sont présents sur le site. Ils sont à même la cabane à sucre. Là, OK. Donc, ils utilisent la rivière, la petite rivière Saint-François. Donc, ça, c'est leur lieu d'accueil pour cette activité-là. Donc, il y a aussi... Donc, il y a déjà une vie installée sur place. Exactement. Ça. Puis comme Léa le mentionnait tantôt, comme on est le point culminant là, du Sentier des Caps, ça fait en sorte que ce site-là il est déjà très fréquenté. Là. Il y a un grand réseau de sentiers, un des plus beaux, selon moi, même au Québec et encore, là, qui commence à Cap-Tourmente puis qui termine dans la cour du domaine. Fait que quoi demander de mieux? Là? Les gens y arrivent ici. Fait que là, pour l'instant, c'est sûr que là, ils arrivaient face à un endroit, un lieu un peu laissé à l'abandon. Inoccupé, oui. Mais quand on sait très bien que quand ça va être vivant, là, je pense que ça peut faire un bon lieu d'après 4 jours de randonnée, là, où se retrouver après, aller prendre une petite bière ou un petit café. Oui, c'est ça. Une petite nuit de confort. Une entreprise comme la vôtre, qui est toute jeune, avec les projets que vous avez, le nerf de la guerre, on le dira toujours, c'est toujours une question d'argent et de financement. Je veux dire, vous êtes partie prenante, effectivement, du projet, mais vous avez du soutien autour, je pense. Oui, c'est sûr, évidemment. Dans le fond, comme la MRC est gestionnaire de ce site-là, qu'elle souhaitait vraiment le voir être revitalisé. Le site, c'est des terres gouvernementales? Oui, absolument. Qui est géré par la MRC? Oui. Dont vous autres, présentement, vous vous occupez de l'aspect animation, gestion et ainsi de suite. Oui. On est locataire des bâtiments pour en faire éventuellement là, des activités économiques. Ouais. OK.
Alors, c'est ça. Donc, l'aide que vous avez vient aussi de la MRC comme telle. Oui, c'est ça. Donc, présentement, c'est sûr qu'on a eu accès à certains fonds à la MRC. Donc, c'est un soutien quand même présent, même logistique. On travaille avec Annabelle Tremblay, qui est agente de développement économique à la MRC. Donc, pour nous, c'est un soutien comme indéniable. Là. On peut pas... on les remercie énormément de tout ce qu'ils font pour nous, puis pour le projet aussi auquel ils croient, je pense. Fait que le reste, pour le reste du financement, il y a beaucoup d'investissements aussi de la part des membres. C'est rare qu'on voit ça en économie sociale. Là. On peut se demander, parce que généralement, une coopérative, ça se vend pas là, après. Fait que c'est plus un investissement que tu fais parce que tu crois au projet, puis c'est un peu ça aussi la force de ce projet-là. Pour le reste, là, on va compléter la boucle avec différents programmes, entre autres la fiducie du chantier de l'économie sociale, le réseau d'investissement en économie sociale. Femmes et Sœurs. Entre autres, oui. Différents programmes qui sont présents auxquels on est en démarche. Ouais, c'est ça. Et dans l'attente. On rêve pour rêver, là. Oui. On se projette dans le futur, là. Comment vous voyez l'emplacement dans son développement idéal? Bien, déjà, d'arriver sur un site un peu plus verdoyant, tu sais, quand je disais tantôt que les Simard, tout ça, c'est des gens quand même fiers, puis ils prenaient soin du site, bien là, présentement, ça leur rend pas tellement hommage. Fait que d'arriver sur un site où verdoyant, où c'est beau, les bâtiments ils ont l'air fiers, mais comme c'est un peu ça aussi, tu sais, l'idée de puis avec du projet leur de la touche, coop. puis comme ils étaient aussi dans le temps, c'est ça, c'est notre objectif, c'est de les garder le plus possible comme ils le sont, de ne pas le modifier et de ramener ce côté-là, comme il y avait un verger. Patrimonial, il y avait, Donc ça, c'est des éléments que pour nous sont importants, puis on aimerait ça remettre en valeur, qu'ils soient présents éventuellement là, sur le site. Là. Parce que si on veut l'exploiter 4 saisons, ça va prendre d'autres genres d'installations aussi, j'imagine. Bon, l'été, vous voulez faire du camping. Oui, camping, yourte. Camping, peux-tu être l'hiver aussi par le fait même? Camping d'hiver, camping d'été, je sais pas. Ça pourrait arriver. Pour l'instant, c'est pas dans notre plan là, encore, mais on a... Les yourtes, par exemple. Les yourtes, ils vont être 4 saisons, là, avec un poêle à bois à l'intérieur. Là. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Oui, c'est toujours accueillant, c'est sympathique. Ouais. C'est du prêt à camper. Fait que là, on parle vraiment d'une formule tout incluse. Là, dans les yourtes, bien, tout inclus pas. On est quand même pas... c'est pas un club merde, ça, là, mais c'est dans le sens... Il va être à côté. C'est ça. Ça, c'est vraiment... Les gens peuvent amener leur nourriture, tout ça, mais dans le sens que c'est prêt à camper. Il y a de l'électricité, il y a des lits, tout est fourni, là, tu sais. Ouais, à la base. Parce qu'effectivement, dans le fond, c'est de rendre la nature environnante la plus disponible possible, et ce, 12 pas sur 12. C'est ça. Oui. C'est sûr que c'est un projet qui vise à donner une offre alternative. On a quand même une mission d'abordabilité. Fait qu'il faut que notre objectif, c'est d'offrir quand même de la qualité, mais à moindre coût. Là. Évidemment que c'est... pour tous les services. Oui, pour les services, parce qu'on veut répondre, c'est ça, à ce besoin-là. Tout le monde a besoin de vacances là, dans la vie. Fait qu'en offrant un service qui est moins coûteux, mais qui est moins coûteux, je dirais, dans ces opérations aussi, là, ça demande moins de fonds, faire rouler le site. Donc, on est capable d'offrir quelque chose de plus abordable là, aux jeunes familles, par exemple. Je vais utiliser le terme timing. Là, je veux dire, le moment est propice à tout ça parce qu'on sent aussi, en termes de tourisme, une nouvelle clientèle orientée vers tout ce qui s'appelle voyage d'aventure ou voyage de découverte ou ce genre de choses-là. Là. Oui, bien exactement. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais on a aussi comme projet de faire des activités récréotouristiques. Donc, faire de l'accompagnement en forêt pour différentes activités, faire l'interprétation du patrimoine acéricole, par exemple. Donc, il y a différents projets là, qui vont pouvoir être mis en valeur pour cette nouvelle clientèle-là pleinement, là, qui aurait possiblement y a-tu des champignons dans la forêt proche? Oui, absolument. Oui. Oui. Il y en a. De plus en plus, la cueillette de champignons est présentement en vogue. Là. Oui. C'est ça. C'est vraiment un site où il y a un potentiel immense. C'est sûr que nous, il faut canaliser nos énergies sur certains secteurs au début, mais comme dans le temps, puis justement, la coop va s'ouvrir potentiellement à inclure aussi des membres producteurs éventuellement. Donc, ça pourrait permettre à d'autres projets, à d'autres gens qui ne sont pas nécessairement la coop comme telle ou d'autres entreprises en économie sociale ou non, de créer des projets, mais à même le site, pour alimenter puis aider à animer cet endroit-là. Là. Bien, écoutez, je sens une belle énergie se dégager de vous. Je pense que c'est orienté vers un nouveau départ, mais potentiellement un bon succès. Là. On l'espère bien, ouais, on est motivés. Je vous le souhaite. Alors, ça s'appelle la coopérative de l'affluent. Comment vous avez choisi le nom?
Bien, l'affluent, en fait, initialement, c'est parce que bien, il y a la petite rivière Saint-François, puis c'est la connexion avec le fleuve. Pour nous, c'est comme un point de rencontre. C'est aussi la connexion vers l'ouverture sur le monde, parce que le fleuve, c'est notre accès à... finalement, ça rentre dans les terres ici, fait que ça vient vraiment de cet esprit-là. C'est la petite rivière, c'est l'affluent. Ouais, c'est le point de rencontre, en fait. Ah, c'est intéressant. Bien, merci pour votre visite. Bon succès. Puis si vous avez des choses que vous aimeriez partager avec la population, vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, une autre émission à votre service qui s'achève. Merci à nos invités. Comme vous avez pu le constater, en ce début d'année, on a des sujets assez variés et pour tous les goûts, quoi, et ça n'est que le début de cette nouvelle année. Alors moi, je tiens à profiter de l'occasion pour féliciter hier, parce qu'aujourd'hui, le jeudi, lors de l'enregistrement de cette émission, enregistrement qui se fait à tous les jeudis à la Bibliothèque René Richard, qui nous accueille d'ailleurs de semaine en semaine. Alors, la veille, donc mercredi dernier, avait lieu effectivement le gala Charlevoix reconnaît. Et je voudrais féliciter l'organisation de ce gala par la Chambre de commerce de Charlevoix. La salle était comble, les gens étaient beaux, bien habillés. C'est un gala, hein, donc un côté chic, c'était glamour, pour employer l'expression. Ils avaient un invité de marque qui était le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Alors, tout ça a fait que cette soirée-là a été un magnifique succès. Félicitations à tous les gagnants qui ont gagné dans chacune des catégories. Et malheureusement, bien, ça prend un gagnant, il y a des perdants, mais les perdants là-dedans n'étaient pas en reste parce qu'il y avait de belles candidatures et des candidatures de qualité. On vous invite à vous reprendre l'an prochain. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission à votre service. D'ici là, bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.